la prochaine communication. L'auteur de la prochaine communication est François-Xavier Lavenne, qui nous vient de Bruxelles, et plus précisément de l'Université de Louvain. Il termine pour le moment sa thèse qui porte sur la temporalité dans l'œuvre de Céline. Et il a communiqué pour la première fois au colloque de la Société d'études céliniennes à Berlin il y a 2 ans. Sa communication portait sur le sujet Orphée en Allemagne, mais il a déjà eu une bonne vingtaine de publications et de communications sur Céline à son actif, dont les dernières ont été prononcées à Atlanta, à l'Université Laval de Québec et à la New York University. Et aujourd'hui, il nous présente une communication intitulée « L'enfance, notre seul salut, les utopies contre-éducatives céliniennes ». Un grand merci à vous et merci aux organisateurs. Et donc, oui, je vais vous parler de la critique que Céline fait du système scolaire traditionnel et des utopies scolaires, des utopies éducatives qu'il propose à quelques années d'intervalle dans Mort à crédit et dans Les Beaux Draps. Dans le rêve de l'âge d'or qui hante l'imaginaire célinien, l'enfance occupe une place centrale. Au début de Guignol's Bend, alors que le narrateur doit constater l'impasse de son présent, l'enfance ressuscite sous ses yeux le mirage lancinant d'un monde neuf, celui des premiers balbutiements de la vie lorsque toute l'humanité n'était qu'enfance et vivait sur le mode de la féerie. Tout au commencement du monde, les fées devaient être assez jeunes pour n'ordonner que des folies. La terre, alors tout en merveille, capricieuse et peuplée d'enfants, tout à leur jeu et petits riens, et tourbillons et pacotilles, rires éparpillants, danses de joie, rondes en porte. L'enfance est alors convoquée sur le mode de l'antithèse. Elle est l'explosion de la lumière contre l'ombre, de la légèreté contre la pesanteur, de la chaleur contre la froideur, du jeu contre la tristesse. Les premiers termes se relient dans la célébration d'un triomphe de la vie. Ils opposent leur révolte joyeuse à l'évidence oppressante du triomphe de la mort. Peu importe que la transposition biographique dans Mort à crédit révèle une réalité à l'opposé de cette utopie enfantine. L'œuvre de Céline souligne la différence, mise en évidence par Gilles Deleuze, entre le souvenir d'enfance, qui est reterritorialisant, et le flux d'enfance, qui est déterritorialisant. Pour devenir un âge d'or, l'enfance doit être isolée dans l'évolution de l'individu. Elle doit être figée hors du temps biographique, coupée des souvenirs ou de la réalité d'un enfant particulier. L'enfant qui déploie son enchantement dans les premières pages de Guignol's Bend ou qui traverse la guerre d'Henri Godon est un être collectif et indéterminé. Il est le membre d'un groupe, un élément d'un jeu contagieux, une parcelle d'une ronde. Il est réduit à son rire et à son chant qui appelle d'autres rires et d'autres chants. Il existe ainsi une enfance majuscule, une enfance pure, débarrassée du carcan biographique qui pourrait en fausser la perception. Dès sa thèse en médecine, la force de l'enfance réside pour Céline dans sa capacité à concilier 2 dimensions de la vie superficielle et la vie profonde. Les enfants, plus encore que nous, ont une vie superficielle et une vie profonde. Leur vie superficielle est bien simple, elle se résout à quelques disciplines. Mais la vie profonde du premier enfant venu est la difficile harmonie d'un monde qui se crée. Cette opposition semble annoncer le choix de la profondeur contre la surface dans les entretiens avec le professeur Y. C'était le dilemme, les profondeurs ou la surface, au choix d'infini. L'enfance et la poésie apparaissent ainsi étroitement liées. La vie superficielle, évoquée par Céline dans Semmelweis, constitue le plan horizontal de l'existence, celui de l'intégration dans un système de relations et d'aliénation. Elle implique la réduction de chaque individu à une ou plusieurs fonctions dans une chaîne ordonnée par des rapports de dépendance. Chaque cellule humaine ne prend ainsi son sens que par la position qu'elle occupe à un moment donné par rapport aux autres cellules dans la mécanique sociale. La vie superficielle est donc la vie extérieure, imposée au travers des parents, du système éducatif et du monde du travail. Elle trouve sa forme la plus atrocement parfaite dans les chaînes des usines Ford étudiées par Louis Détouche. Chaque être y devient une particule interchangeable. Il est réduit à un geste qui doit être appliqué à un moment donné du processus de production. À cette vie de surface fondée sur l'apparence et sur la loi s'oppose la vie profonde qui est sous le signe de l'être. Le plan vertical de l'existence est en effet celui de l'affirmation d'une singularité.
Dans les entretiens avec le professeur Y, la distinction entre la surface et la profondeur précède et sous-tend la recherche d'une esthétique qui définirait un nouveau rapport à la vie. La vie profonde est en effet la vie intérieure, qui fait primer l'âme sur la fonction, la spontanéité sur la discipline, l'émotion sur le pratique. Elle ne se soucie guère des normes sociales et n'hésite pas à les bousculer. L'individu cherche à y définir des valeurs qui lui sont propres. Il y opère une plongée en lui-même, en quête de son harmonie, de sa petite musique, de la vibration, de l'émotion dans son âme. Les enfants, qui sont au commencement de la vie et découvrent chaque chose comme si elle venait de se créer, ont pour Céline une intense vie profonde, mais aussi la capacité d'évoluer de conserve sur les deux plans de l'existence. Ils jouent le jeu et en même temps le déjouent. Ils miment l'obéissance, mais inscrivent dans les règles un décalage subversif et gardent en permanence la possibilité d'une fantaisie qui peut les projeter ailleurs. Cette tension entre la vie profonde et la vie superficielle est au cœur de la critique célinienne de l'école et des utopies éducatives qu'il propose dans Mort à crédit et dans Les Beaux Draps. Pour Céline, l'institution scolaire veut produire un renversement des rapports entre les plans de l'existence. Dans Semmelweis, dans Mort à crédit ou dans Les Beaux Draps, Céline reproche sans cesse à l'école de faire prévaloir la vie de surface et de tenter d'atrophier la vie profonde en imposant le sérieux aux enfants. « Opion, fabricant de désert », s'écrit-il ainsi dans Les Beaux Draps. L'éducation, qui repose sur une relation de pouvoir, part en effet du présupposé de la supériorité de l'éducateur, c'est-à-dire l'adulte, sur l'objet à éduquer, c'est-à-dire l'enfant. Toute la société, des parents au premier patron, en passant par les professeurs, participe à l'exercice d'une violence contre l'enfance. Les terrains d'expression de son âme, progressivement interdits, en viennent à s'appauvrir avant de sombrer dans l'oubli. La circulation, tant spatiale que mentale, que tolère la surface, se fait en effet dans des chemins convenus, où l'homme est forcé de ramper, écrasé sous le poids des règles. L'école n'élève personne au nu. Elle mutile, elle châtre. Elle ne crée pas des hommes ailés, des âmes qui dansent. Elle fabrique des sous-hommes rampants. Chez Céline, le système scolaire présente de grandes analogies avec le système carcéral. Tous deux reposent en effet sur la définition d'une clôture, tant mentale que physique. Ah, c'est vraiment le plus grand crime d'enfermer les enfants comme ça pendant des 5 ou 10 années pour leur apprendre des choses viles, des règles pour mieux s'ahurir, se trivialiser à toute force. La description de l'entrée à l'école évoque dans Mort à crédit l'enfermement dans un établissement pénitentiaire. L'instituteur, avec sa longue badine, s'apparente à un maton ou à un dresseur. De même, dans Les Beaux Draps, les écoles apparaissent comme des bagnes où les adultes s'acharnent à saccager ce que les jeunes êtres ont d'exceptionnel au plus profond d'eux-mêmes. Entre les murs de l'école, l'enfance est enfermée dans une discipline qui définit le chemin grâce auquel elle pourra franchir la frontière vers l'état d'adulte, qui est perçu comme un accomplissement. Pour Céline, l'école est cependant la grande mutilante de jeunesse. C'est elle, bien plus que la puberté, qui met un terme à l'enfance en tuant sa magie. En perpétrant ce que Céline considère comme un crime contre l'enfance, les enseignants se font les complices de Chronos. Ils sont, après les parents, les premiers agents d'oppression temporelle que rencontre l'être humain dans son existence. Dans le microcosme de la classe, le professeur est le maître du temps. Son travail opiniâtre semble avoir pour seul but de faire vieillir les enfants au plus vite. Presque déjà vieillard à l'âge de 12 ans. Quelle raison? La puberté? Elle a bon dos? Non. L'école plaque sur l'homme la marque d'un premier deuil, un deuil de lui-même, qu'il ne découvrira que plus tard, enfoncé loin dans l'âge adulte, lorsque rebrousser chemin n'est en apparence plus possible. Les écoles fonctionnent dans ce but. La fabrication d'un deuil qui soigne déjà de tous les murs, suffoque, estourbit pour toujours toute gaieté de vivre. L'école sabote aux yeux de Céline l'enthousiasme des enfants, l'étincelle divine qu'ils portent en eux. Elle les rend fortement bouchés, imperméables aux ondes vivantes. Elle conduit à un désastre de féerie qui passe par l'imposition d'un emploi du temps rigide. Il a pour but d'étouffer l'indiscipline et les pulsions nomades naturelles de l'enfant. L'apprentissage scolaire s'oppose ainsi à la curiosité et à la fantaisie que cultive l'autodidacte au gré de ses vadrouilles. On devait s'intéresser qu'aux devoirs et pas troubler l'instituteur, note ainsi Ferdinand dans Mort à crédit. Le fond libertaire de l'imaginaire célinien ne voit dans les discours sociaux et dans les instances qui les incarnent que des machines à fabriquer des masses qui pourront se muer en troupes obéissantes sur le champ de bataille.
La valorisation polémique de l'enfance exprime le rejet de ce que Michel Foucault appelle le régime d'individualisation descendante qu'impose tout système disciplinaire et qui a pour but d'écraser les singularités trop profondes. Dans Mort à crédit, l'enfant se voit relégué dans la clandestinité tout au long des apprentissages de Ferdinand. Lavongue interdit les belles aventures illustrées et les histoires de Krogold. Ces fantaisies doivent céder la place à la posture sociale fondée sur le sérieux, l'obéissance et la discrétion qui caractérisent le milieu dans lequel il doit se fondre. La rigidité douloureuse des cols et des chaussures que le jeune garçon doit s'astreindre à porter symbolise la violence d'une entrée dans le monde des adultes qui est une entrée dans le rang. Le jeune apprenti est en effet soumis à la dictature de l'apparence qui est de mise dans une maison de commerce. Les détails de son habillement sont là pour attester qu'il est bien dans les normes et qu'il est prêt à remplir la fonction qui lui est attribuée dans l'organisation du travail. Cet uniforme vise en outre à modeler sa personnalité. Il s'imprime sur son corps sous la forme de plaies douloureuses qui matérialisent le carcan mental dans lequel il doit progressivement se couler. L'éducation apparaît ainsi comme une machine à standardiser. Or, Céline voit dans la standardisation la cause de tous les maux de la société. Elle est l'antithèse de la démarche du styliste qui cherche une petite musique qui n'appartient qu'à lui. En tant qu'instrument de standardisation, le système scolaire repose sur les examens, qui servent à la fois à hiérarchiser et à normaliser. Par la mise en comparaison des individus par rapport à un savoir déterminé, ils imposent des modes de pensée jugés valables et des contenus considérés comme nécessaires. Ils ne sont pour Céline que des instruments de momification. Quelle atroce farce, les empêtrer les enfants minutieusement par examen impeccable de notions toujours plus utiles. L'action de l'école apparaît ainsi comme profondément déformatrice. Elle ne crée que des monstres, muets, louches, sournois, butés cancer, petits drôles plus approchables, assommants, pervers, grimaciers, garçons et filles ragoteux, crispés, stupides, comme papa-maman, une faillite. Céline pointe en particulier dans Mort à crédit et dans Les Beaux Draps l'hypocrisie fondamentale sur laquelle repose le système éducatif mis en place par la société. Alors qu'il prétend faire entrer l'enfant dans la vie, il le coupe en réalité de ce qui est l'essence de la vie. En le forçant à apprendre un fatras de savoir théorique, l'école fait désapprendre le principal à l'homme, sa relation naturelle et profonde avec les ondes émotives, les ondes qui traversent l'univers. L'école valorise en effet l'exercice de la raison, qui introduit une distance entre l'homme et le monde et crée autour de lui une armure d'insensibilité. À l'école, on se désintéresse du goût, de l'enthousiasme, de la passion, des seules choses utiles à la vie. On n'apprend rien à l'école que des sottises résonnantes, anémiantes, médiocrisantes, l'air de tourner con rabâcheur. La critique célinienne de l'école s'intègre ainsi dans une vision des classes sociales. L'élite, qui passe plus de temps sur ces bancs, se réduit pour Céline à une bande de châtrés. Si les intellectuels tirent leurs prétentions des pseudo-savoirs qu'ils y ont acquis, ils ne sont à ses yeux que des êtres mutilés de leur instinct, incapables de ressentir vraiment les choses. Ils sont donc inférieurs aux enfants et aux animaux. Le choix d'un mauvais français, qui viole toutes les règles du français bachot, place ainsi d'emblée l'écrivain aux antipodes de la classe des agrégés, formés à la dialectique et au ressassement des modèles rhétoriques. Par les onomatopées et les tours repris à la langue orale et populaire, Céline tente de retrouver dans l'écrit la spontanéité du cri de l'enfant et de la langue des non-instruits. À l'opposé de cette école officielle qu'il exècre, Céline propose, à quelques années d'intervalle, dans Mort à crédit et dans Les Beaux Draps, deux utopies éducatives. Le familistère rénové de la race nouvelle, d'une part, et l'enseignement de rénovation nationale, d'autre part. Ces deux utopies se rapprochent par le fait qu'elles font primer la vie profonde sur une surface sociale perçue comme appauvrissante et mortifère. Au centre de ces deux utopies se trouve également l'idée d'une rénovation, et toutes deux débouchent sur l'apparition d'une race nouvelle. Cependant, elles sont aux antipodes au niveau de leur statut pragmatique. L'une est une utopie burlesque, l'autre est une utopie sérieuse. Elles se distinguent en outre du point de vue de leurs conséquences. L'une mène au désastre, l'autre est censée porter l'espoir d'une victoire. À l'origine, le départ vers Blême-le-Petit dans Mort à crédit représente pour Ferdinand et pour Courcial le rêve de fuir le passé pour enraciner une ligne temporelle nouvelle et ascendante après la destruction du génitron. Au-delà de ses considérations personnelles, le familistère se veut dans l'esprit de son fondateur la voix triomphante du futur au cœur du présent. Le projet d'éducation proposé aux pères angoissés de France est ainsi vendu comme un stimulateur d'avenir pour les enfants, au même titre que la machinerie déployée dans les champs devrait être un accélérateur de croissance pour les légumes. L'effet produit par le système de Courcial, tant sur les enfants que sur les légumes, n'est cependant pas celui escompté.
Le familistère apparaît comme un formidable stimulateur d'anarchie et un catalyseur de destruction. Loin de la marche triomphante du progrès que rêvait Courcial, la vie du microcosme repose sur l'acceptation de la catastrophe. Ni Ferdinand ni Courcial ne tentent de lui échapper. Ils semblent au contraire tout faire pour la précipiter. De même, les rapines des enfants qui permettent au petit groupe de survivre, si elles retardent l'échéance, la rendent dans le même temps inéluctable. Seule Irène semble encore lutter contre le destin, en vain. La vie des pionniers ne s'écoule qu'au présent et affiche un mépris souverain et suicidaire de l'avenir. Le familistère est donc dans une situation temporelle paradoxale. Il est condamné dès le départ, mais cette condamnation est sa condition d'existence. Il est l'expérience d'un sursis qui tente d'ignorer le temps, qui le dilate, le suspend en plein cœur de la catastrophe, mais ne saurait exister sans elle. Le familistère n'a en effet de sens que par la proximité de la fin. Il vit en marge du temps social comme une hérésie et une provocation. Malgré son lien avec la mort, il constitue une authentique expérience de vie. Au désastre de féerie qu'est le système éducatif, Céline substitue dans cet épisode une féerie du désastre, pour reprendre l'expression d'Yves Pagès. Le familistère de Courcial a ranimé la puissance de la vie profonde des enfants étouffés dans les banlieues. Il a produit sur eux une transformation foudroyante, tant sur le plan moral que physique. Les plaines désolées de Blême le Petit s'en trouvent agitées d'une effervescence inédite. Le village reprend vie, les faits et les gestes du petit groupe y attirent la foule. Ses habitants sont secoués dans la routine où s'enlise leur existence. Ils se réaniment, d'abord curieux, puis hostiles face à cette vie trop neuve, trop violente, incontrôlable. Toute portée idéologique ou volonté de changer durablement le réel sont cependant désamorcées dans cette utopie. Les pionniers de Courcial se réduisent à une bande de voyous et la seule race qui sera créée par l'expérience est une race d'asticots prêts à dévorer la terre entière et à dissoudre les différences de pays et de race ainsi que toutes les traces de l'histoire. Pourtant, l'utopie de Courcial n'est pas un échec, ou plutôt c'est dans son échec que réside sa réussite paradoxale et fugitive. Bien loin des grands idéaux affichés dans le discours ronflant de Courcial, un mode de vie nouveau est apparu, marqué par la solidarité et la joie, qui semble se rire des circonstances dramatiques. Dans la bise la plus importante, nos mômes, ils s'amusaient tout de même. La vie vagabonde, menée dans les plaines de Blême le Petit, porte en elle une puissance d'ébranlement du réel qui ouvre vers une poétique de la subversion. L'enseignement de rénovation nationale, proposé par Céline dans Les Beaux Draps, diffère profondément du familistère. L'utopie éducative se fait en effet sérieuse dans les pamphlets et mêle la poétique et le politique. Céline y considère que la France meurt parce que les Français de souche n'ont plus assez d'enfants et que ces enfants ne sont plus assez français mais deviennent, à force de croisement, des avortons. À cet aspect biologique se joint une décadence morale qui fait que les derniers indigènes ont perdu l'enthousiasme face à la vie qui pourrait les projeter vers l'avenir. Après 2 pamphlets consacrés à la désignation des coupables de cette nécrose collective, Céline avance dans Les Beaux Draps son projet de rénovation nationale qui commence par une politique de l'enfance. Il brandit en guise de slogan « L'enfance, notre seul salut ». Elle est en effet la clé d'un avenir que les Français doivent, selon lui, reconquérir d'urgence. Pour Céline, cette résurrection demande de faire table rase de tout ce qui existe en matière d'éducation. Vous voulez retrouver l'entrain, la force créatrice. Alors première condition, rénover l'école, recréer l'école, pas qu'un petit peu, sans dessus-dessous. Au lieu d'emprisonner l'enfance dans une discipline et dans un corpus de savoir à ingurgiter, Céline réclame qu'on laisse tout de même l'enfant tranquille. Le vitalisme qui sous-tend son œuvre voit dans l'enfant un puits de joie irrépressible. Sans enfant, plus de gaieté. Cette gaieté doit irriguer la société entière et inspirer tous les âges de la vie. Pour lutter contre la robotisation et la standardisation qu'il impute à l'influence juive, Céline souhaite, dans Les Beaux Draps, réensemencer le plan horizontal de l'existence à partir de son plan vertical. Les valeurs qu'il met au centre de son utopie éducative se rattachent en effet à la vie profonde. Son enseignement vise ainsi à stimuler et à enrichir la spontanéité, la fantaisie et l'imagination propre à l'enfance pour les faire perdurer. L'enseignement de rénovation, quelle ampleur vous lui donnez? Toute. Par la danse, les sports, les beaux draps, les choses utiles seulement secondes. Il faut réapprendre à créer, à deviner humblement, passionnément aux sources du corps, aux accords plastiques, aux arts éléments, en chacun délivrer l'artiste, lui rendre la clé du ciel. L'école que Céline propose comme traitement pour guérir la France a pour but paradoxal de créer des autodidactes qui n'auront jamais perdu l'enfance. Il s'agirait d'une école heureuse qui initierait à la féerie, qui sauverait l'artiste en l'homme et serait l'aube d'un monde nouveau. Cette école devrait introduire pour Céline une révolution dans la fatalité du destin qui pèse sur la nation. Elle devrait revivifier son âme et resserrer ses membres pour en refaire un organisme uni. Tout doit reprendre par l'école. Rien ne peut se faire sans l'école, hors l'école. Ordonner, choyer, faire école
faire éclore une école heureuse, agréable, joyeuse, fructueuse à l'âme enfin, non point morne et ratatinière, constipante, gercée, maléfique. Du point de vue collectif, cette école doit permettre l'invention d'une nouvelle structure sociale, qui serait une création permanente. Le fantasme d'un âge d'or où les Celtes dansants régnaient en toute liberté dans leurs forêts hante le pamphlétaire. Il lui permet de faire ressortir l'horreur d'une société posthume qui s'est trahie parce qu'elle a accepté de danser au rythme des autres. L'idéal de la vie de groupe était dès lors incarné par le corps de ballet, dans lequel chaque individu est un créateur, se mouvant en harmonie par rapport aux autres et s'intégrant dans un ensemble. Le fonctionnement de la surface du corps racial et national deviendrait ainsi l'expression des vies profondes, magnifiées et réaccordées de chacun des individus qui le composent. L'imaginaire de l'enfance révèle également l'eugénisme latent de la pensée pamphlétaire. Céline reconnaît devant Milton Indus qu'il adule l'enfance saine. L'enfance éveille en effet le fantasme de l'hygiéniste pour la santé et la pureté qui repose pour lui sur la génétique. Pour la question des grandes réformes, des sociologies progressives, c'est aux chromosomes d'abord qu'il faut s'adresser. Pour Céline, la race doit en effet sans cesse être affinée, améliorée, pour qu'elle puisse exprimer pleinement ses qualités. Si Céline demande de nettoyer la France des Juifs, il exige dans le même temps que les Ariens s'épurent d'abord. Obtenir une race susceptible d'avoir une bonne tenue, c'est-à-dire d'être capable de perdurer en traversant les coups de l'histoire, est l'objectif qu'il fixe pour le long terme, lorsqu'auront été prises des mesures de sauvetage d'urgence. Il s'en faut de 100 000 élevages, de 100 et 100 000 sélections raciales, éliminations rigoureuses, entre toutes celles du juif, avant que l'espèce ne parvienne à quelque tenue décente. Dans l'imaginaire célinien, la race n'est pas une réalité immuable. Elle renvoie moins au passé qu'au futur, puisque le pamphlétaire considère que les races sont en devenir. Or, c'est sur les enfants que repose l'espoir de ce devenir. Ils sont les instruments d'une progression vers la pureté de génération en génération. Leur corps intact, vif et ferme s'oppose à la décomposition abjecte de la gangrène qui ronge pour l'hygiéniste social le corps de la France. Au travers de son utopie de l'enseignement de rénovation nationale, Céline rêve ainsi de procéder à une cure de jouvence collective pour rendre la nation moribonde à l'harmonie primordiale et à la puissance vitale de l'enfance. Cette enfance idéale, collective et sans fin dont rêve Céline dans les pamphlets, est bien différente de l'enfance qui se déploie dans ses romans et particulièrement dans ses derniers romans. Les enfants qui peuplent ces récits, de Mort à crédit à la trilogie, sont soit des anormaux, soit des déviants flirtant avec la délinquance. Si l'enfance peut s'y révéler prolongée au-delà de son âge, cette situation est le fruit de ce que la société considère comme une tare. Les petits crétins de Rigaudon ou Jonquind dans Mort à crédit ajoutent en effet à l'enfance un deuxième critère d'exclusion du monde des adultes, la folie ou plutôt le retard mental. Ils sont ainsi enfermés dans l'enfant, incapables d'un jour devenir des adultes. Loin d'être un handicap, leurs déficiences sont un atout pour Céline. Les enfants qui accompagnent Céline dans Rigaudon sont en effet considérés comme des dégénérés. Ils sont ceux que l'obsession de la pureté raciale du Reich condamnerait. Ils sont pourtant ceux dont Céline juge l'attitude la plus raisonnable au milieu d'un temps devenu fou. Ces enfants incarnent un vouloir vivre têtu qui fait ressortir la pénurie raciale, la pénurie vitale d'un monde à l'agonie. Chez Céline, le désir de l'enfant n'est pas encore érodé par le temps ou par les normes de la vie en société. Il est un appétit de vie qui ne connaît que l'immédiat. Ce qui monte des profondeurs de leur âme s'exprime dans toute sa pureté tyrannique. Ainsi, les mômes du wagon d'un château l'autre s'emparent-ils de ce qu'on ne leur donne pas assez vite et se révèlent-ils plus dangereux qu'un bataillon de soldats. En parfaite harmonie avec le mouvement du temps destructeur, les enfants proposent dans la trilogie un modèle de réduction de la vie aux instincts vitaux. Manger, boire, déféquer, dormir et surtout jouer. La petite bande des crétins, comme les apaches du train, constitue un microcosme carnavalesque, un idéal cul par-dessus tête qui rappelle le familistère de Courcial. Au terme du premier volet de la trilogie, le wagon du chat apparaît comme la négation ludique de l'histoire. Il est un vestige de la Belle Époque, ressuscité au milieu de la Seconde Guerre mondiale, dans lequel les ministres incarnent un passé moribond qui ne veut pas quitter la scène. La force perturbatrice des enfants le bouscule, leur vie en bande constitue une nouveauté adaptée à l'état du monde, le chaos. Dans leur sarabande, le fatras de l'autrefois se déchire, balayé par un présent absolu qui est une création et une destruction permanente. Loin du rêve de transformer durablement le réel qui habitait l'utopie scolaire des Baudrats, les enfants de la trilogie semblent enseigner à l'adulte, qui les suit au sens spatial et temporel, une manière nouvelle d'habiter un monde en crise, de l'accepter dans son chaos, de le dépasser par le jeu et l'imagination, en somme, de l'habiter en poète. Je vous remercie.